La violence, elle est théoriquement assumée parce que si l'on veut survivre dans un monde qui est, ça c'est du darwinisme social radicalisé, mais qui n'a rien de très original, sauf que les nazis le mettent en œuvre de manière brutale et rapide. Si l'on veut survivre dans un monde qui est gouverné par les lois de la nature, il faut obéir aux lois de la nature. Et Hitler, comme d'autres nazis, ont souvent des remarques du type on peut être pacifiste, bien sûr, mais on peut aussi se suicider tout de suite, hein, tant qu'à faire. Bon, si l'on veut être cohérent, il faut être violent, et être violent face à ceux qui veulent notre mort ou à ceux qui veulent nous faire dégénérer. Ça, c'est la justification théorique. Et ensuite, il y a un vécu existentiel, qui est que pour un SA qui a revêtu son uniforme, qui a fait 3 ans de chômage, qui est peut-être un ancien combattant de la Grande Guerre, le fait d'aller détruire la mâchoire d'un syndicaliste à Köpenick en juin 1933 n'est qu'une juste rétribution. Voilà. Cette violence-là, lui, le SA, il l'a subie, dit-il. Il l'a subi au champ d'honneur, ou il l'a subi dans des luttes de rue contre les communistes. Il ne fait que rendre la monnaie de leurs pièces aux ennemis de l'Allemagne. C'est parfaitement justifié. D'ailleurs, les nazis sont tout à fait chafouin et sournois à invoquer le Talmud en disant que la loi du talion doit s'appliquer. La loi du talion doit s'appliquer œil pour œil, dent pour dent. Ce que nous avons subi en termes de violence sociale ou de violence physique, eh bien, nous le rendons et nous le rendons au centuple parce que désormais, il faut faire place nette de nos ennemis. Et tout ça, c'est intériorisé. Enfin, comment est-ce qu'une société entière est brutalisée, convertie à la violence? Ça touche tout le monde. Ça touche aussi les femmes, les jeunes gens. On convertit une société à une violence pareille. Alors, dès avant la guerre. C'est très difficile d'estimer, mais on estime à environ 1 million de personnes le nombre d'Allemands qui ont été directement acteurs de violence dès 1933 ou ensuite sur le front de l'Est ou dans d'autres fonctions. Environ 1 million de personnes. Il reste qu'au-delà de tout cela, il y a une tolérance sociale. Il y a une tolérance sociale au fait que, par exemple, vos voisins disparaissent un matin. Voilà, ils ne sont plus là. Et cette tolérance sociale, elle est due à, effectivement, l'œuvre de promotion du discours politique nazi, qui justifie cela, combattre les ennemis de l'Allemagne, les ennemis de l'intérieur, les traîtres, ceux qui nous ont poignardés dans le dos en 1918, ceux qui nous feraient à nouveau perdre la guerre. Donc tout cela est argumenté. Il y a également, en arrière-plan de ces discours-là, des idées que les nazis n'ont pas grand besoin de promouvoir à coups de mégaphone, hein, de manière très forte, des idées racistes, antisémites, bellicistes, social-darwinistes, que les nazis n'ont pas inventées et qu'ils n'ont pas eu à promouvoir de haut en bas, parce qu'elles existaient dans la société allemande comme elles existaient dans d'autres sociétés européennes ou occidentales. On a souvent un questionnement qui n'est pas juste et une perspective qui est fausse quand on s'imagine qu'il y a diffusion du haut vers le bas, voyez, à coup de matraquage, d'endoctrinement, de persuasion, de coups de marteau dans la tête. Non, les idées sont là, qui permettent l'acclimatation et le déploiement ensuite de certaines activités. J'avais autre chose à dire, mais je ne m'en souviens plus. Sur l'intériorisation de la violence. Pardon, oui. Et il y a une troisième élément qui est très important, c'est que, outre à minima le consentement à la violence, voire outre l'adhésion à la violence au maximum, du point de vue psychologique, idéologique, culturel, vous avez des rétributions sonnantes et trébuchantes quand même de cette violence. Parce que c'est comme ça d'ailleurs que les nazis ont pu convaincre un Himmler, par exemple, a pu créer son service de sécurité de la SS à partir de 1929, en allant voir des jeunes diplômés de l'université, des jeunes docteurs notamment, et leur disant « Tu as fait de très belles études, maintenant la perspective riante et réjouissante qui s'offre à toi, c'est d'être chômeur. Bon, comme tu as fait des études, comme tu es allé à la fac, tu n'es pas de gauche, parce que 1% d'une
un petit peu plus, puisque la République de Weimar avait ouvert les portes de l'université. Mais disons que pour aller à l'université, il fallait venir d'un milieu qui était généralement assez peu échevelé et assez peu d'extrême gauche, si vous voulez. Donc, comme tu partages certaines de nos idées, viens chez nous, parce que nous, ce que l'on t'offre, ce n'est pas le chômage, c'est d'abord un poste et un salaire dans notre structure partisane, dans les milices de notre parti. Ce qu'on t'offre à terme, c'est les clés de l'Allemagne, et ensuite c'est les clés de l'Europe. Hein, c'est le fameux chant nazi, und morgen die ganze Welt. Et demain, le monde entier. Et ça, c'est ce qui s'est produit. Vous avez des jeunes gens qui ne sont rien en 1929, qui sont condamnés au chômage, qui se retrouvent généraux de la SS et numéro 3 de la Gestapo entre 33 et 35, qui ensuite se retrouvent au commandant de la police et de la SS au Danemark, je pense à Werner Best ici, et vous avez des militaires qui ne sont pas des nazis, qui sont des nationaux conservateurs, racistes comme il faut, mais sans plus, et qui trouvent que les nazis sont pas forcément les meilleurs promoteurs de l'Allemagne de demain. Eh bien, ces gens-là, qui sont capitaines en 1933, sont maréchaux en 1941. C'est le cas de Erwin Rommel. Vous imaginez la progression de carrière, en 8 ans de capitaine à maréchal. Voilà. Eh bien, ça, c'est des carrières, alors on peut dire que ce sont des carrières exceptionnelles, mais non. C'est un exceptionnel normal parce que vous avez plein de gens qui sont clercs de notaire dans un village de Souabe et qui se retrouvent à la tête d'un district en Biélorussie commandant une population de 30 000 personnes grâce à l'extension de l'Empire. La colonisation à l'Est. Grâce à la colonisation à l'Est et à cet impérialisme nazi qui offre des prébendes, des postes, des carrières fantastiques. Y compris aux femmes. Hein. Oui. Il y a une participation, elle est moins active, elle est un peu différente, mais il y a quand même une participation significative de certaines femmes qui y ont trouvé aussi une occasion de faire carrière, ce que nous montrent aussi les travaux de certains historiens et historiennes. Alors elles sont mobilisées à l'Est dans des fonctions de care, comment dire aujourd'hui, c'est-à-dire des fonctions de soins pour l'accueil des colons, pour le soin des enfants, etc. On en emploie également dans des camps de concentration. Mais il y a eu également un effet de promotion sociale des femmes dans le Altreich, dans le Reich proprement dit, mais ça c'est un effet pervers et non voulu de la politique nazie. Et ça, les nazis ne le voulaient pas du tout. Le tableau que l'on a vu tout à l'heure était parfaitement classique et assigné à la femme son rôle biologique, naturel selon eux, qui était un rôle matriciel et nourricier. Il se trouve qu'en envoyant 18 millions d'hommes sous les drapeaux, eh bien, cela a contribué à faire en sorte que les femmes aient des places dans l'industrie, dans la fonction publique, dans les tramways, alors qu'elles avaient été chassées de la fonction publique entre 33 et 37, par exemple.